France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. On les appelle les zoonoses. Ce sont les maladies humaines dont l'agent infectieux vient d'une espèce animale. Elles sont fréquentes, plus de la moitié des maladies infectieuses humaines sont des zoonoses. On peut citer la grippe aviaire, la peste, la rougeole, la maladie de Lyme, la rage. Des maladies dont la fréquence devrait augmenter du fait de l'urbanisation, de la déforestation et du réchauffement climatique, entre autres. Des maladies dont certaines se transforment en pandémie. Ce fut le cas en 81 pour le sida lié au VIH, plus près de nous en 2019 pour le Covid lié au SARS-CoV-2. Mais aujourd'hui, est-on menacé par une nouvelle épidémie, celle de la variole du singe. Oui, à en croire l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui l'a classifiée comme à très haut risque mondial. Le CDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, et pour l'Europe plus réservée, il parle d'un risque modéré ou faible. Mais que sait-on de cette maladie appelée aujourd'hui Mpox ou variole simienne? D'où vient-elle? Qui menace-t-elle? Quels en sont les symptômes, les traitements? Peut-on l'éviter? Et le Covid-19, où en est-on? Faut-il continuer à se faire vacciner? Et d'autres épidémies de zoonoses peuvent-elles voir le jour? Pourquoi? Comment éviter la multiplication des zoonoses? Nous répondrons à toutes ces questions avec notre invité, le professeur Gilles Pialou. Gilles Pialou, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris, vice-président de la SFLS, la Société française de lutte contre le sida, et romancier, excellent au demeurant. D'ailleurs, je recommande votre dernier roman, Un don presque parfait, c'est chez Mialet Barreau. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième de Carnet de santé. Merci à vous, auditeurs, de nous écouter et de ne pas avoir été découragés par ma première émission la semaine dernière, enfin je l'espère, ou alors c'est que vous ne l'avez pas écoutée. En tout cas, vous êtes sur France Culture et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Alors je le disais, professeur, on ne parle plus aujourd'hui de variole du singe, mais de Mpox pour les anglo-saxons, de variole simienne pour les Européens. Pourquoi ? Alors d'abord, c'est pas du politiquement correct, c'est pas parce que le mot choque, d'abord parce qu'il est faux. Parce que c'est pas une variole, c'est complètement différent de cette maladie qui est censée avoir disparu dans les années 70. Et deuxièmement, le singe n'est pas le réservoir principal. On ne connaît pas d'ailleurs, on n'a pas circonscrit totalement le réservoir. On sait que ça passe excessivement bien par les rongeurs, une zoonose comme vous l'avez dit. Donc voilà, donc pas d'assimilation. Donc c'est pas une maladie qui vient du singe et c'est pas une variole. Donc on a choisi Mpox. Et depuis quand on connaît ce virus donc, qui est différent quand même de celui de la variole ? Alors, il fait partie de la même famille dans laquelle il y a la vaccine qu'on connaît là, depuis le premier vaccin. Il y a aussi le Copox, les animaux, etc. On le connaît depuis 1958. Donc, en fait, voilà. Moi, j'ai à peu près l'âge de ce virus. Alors, ça avait déjà commencé très zoonotique, si je puis dire, puisque le premier isolement, c'était sur des singes de laboratoire qui avaient été importés, je pense, illégalement, à Copenhague. Et en fait, le premier cas humain, c'est une maladie récente. Le premier cas humain en République démocratique du Congo, c'est en 70. Entre-temps, il faut le rappeler parce que c'est important dans la discussion qu'on va avoir, en 79, rappelez-vous, on a arrêté la vaccination contre la variole du fait que l'OMS avait déclaré qu'elle était éradiquée. Donc plus de vaccination. Grâce à la vaccination. Par la vaccination, bien sûr. Et les premiers cas humains hors Afrique, c'est 2003. Alors ça va être surtout localisé en République démocratique du Congo par petites épidémies. Il y a eu des alertes. C'est toujours pareil, ça rejoint l'histoire du Covid. Je crois qu'on n'a pas bien regardé, on n'a pas bien entendu. Parce que 2018, il y a eu des premiers cas humains en Israël, au Royaume-Uni, à Singapour. Et en fait, là où la maladie apparaît, finalement, c'est quand elle arrive en Europe, aux États-Unis, et qu'elle touche effectivement près de 98 000 personnes dans le monde, avec 116 pays touchés. Et ça va toucher essentiellement des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et c'est à ce moment-là que les gens vont prendre... Mais je prends juste un dernier exemple. Quand on enseigne les maladies infectieuses, il y a un livre qui s'appelle Le Pili, qui fait 700 pages. La variole du singe, qui s'appelait comme ça à l'époque, c'était un tiers de page. Donc même les infectiologues ne connaissaient pas la variole du singe, quoi. Effectivement, la pandémie, donc c'était 2022. Depuis ça réapparaît, donc depuis juin, pas mal de cas réapparaissent, essentiellement en Afrique. Alors, pour l'instant, il y a deux alertes. Alors, on verra pourquoi on peut les prendre au sérieux. Et l'OMS a mis son plus haut grade d'alerte, il faut le rappeler. C'est pas fréquent, c'est la deuxième fois. Donc ça, c'est un des éléments d'alerte. Effectivement, pour l'instant, il y a une augmentation des cas, mais ça fait un moment. Ça date de 2023. Il y a deux niveaux d'alerte. Il y a celui qui est l'augmentation des cas. Pour donner un exemple, en Afrique, en 2023, il y a eu à peu près 15 000 cas, avec 5% de décès dans 7 pays. Et là, rien que pour le début de 2024, il y a déjà 10
18 000 cas, donc il y a une augmentation quantitative. Le décès, c'est à peu près... Et bien, c'est 12 pays aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi une extension à d'autres pays, et des pays où les gens voyagent. Voilà, les auditeurs peuvent voyager, alors bon, le Rwanda moins, mais le Kenya, par exemple, l'Ouganda, ce sont des pays touristiques. Et puis le deuxième élément, c'est effectivement ce virus a muté alors qu'on n'avait pas prévu que ce virus, qui est contrairement au virus du Covid, un virus à ADN, donc ne mute très peu, et il a déjà muté. Et c'est parce qu'il a muté que du coup, il y a eu cette alerte de l'OMS, il est plus dangereux que le précédent, il est plus contagieux, il donne plus de morts, qu'est-ce qui se passe ? Alors sur la mortalité, c'est très compliqué parce qu'effectivement, c'est difficile de comparer les enfants, par exemple, en RDC, parce que les enfants ont des formes plus graves. Un accès aux soins qui est moindre, et République démocratique du Congo, oui, et les cas européens où il y a eu très peu de mortalité. Ça c'est un point très important. Et le deuxième chose, c'est qu'il est écrit souvent ou dit que finalement ce nouveau variant là, qu'on appelle 1B, aurait tendance à être plus pathogène et plus transmissible. Il n'y a aucune preuve de ça pour l'instant, donc on va se détendre là-dessus. Par contre, il y a toute raison, moi je pense qu'il y a toute raison de prendre au sérieux l'alerte de l'OMS pour 3 raisons. Le premier, c'est cette augmentation quantitative. Deuxièmement, cette mutation. Et troisièmement, cette extension. Et troisièmement, le fait que ça s'adresse, parce que quand on regarde la moyenne d'âge, les gens qui ont été touchés sur les 100 000, là, ils ont 35, 37 ans. Mais ils n'ont pas été vaccinés contre la variole. Et ils n'ont pas d'immunité. Et ça, c'est un gros facteur. Et le dernier facteur d'inquiétude, c'est l'apparition de la transmission sexuelle qui est venue se rajouter, alors qu'on avait vu en 2022 très clairement, mais qu'on ne voyait pas avant, puisqu'avant, c'était plutôt une maladie à transmission intrafamiliale. Qu'est-ce qu'on sait justement aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette transmission ? Parce qu'on parle de contact rapproché, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? On parle de risque en allaitant, éventuellement avec les gouttelettes quand on tousse. Qu'est-ce qu'on sait ? Alors, on sait effectivement qu'il y a une transmission très clairement par les contacts. C'est très important de penser que quand on dit contact sexuel, ça peut être aussi des caresses, enfin ça peut être aussi une cohabitation proche. Donc c'est vraiment des contacts cutanés avec les lésions. On n'est pas obligé d'être dans un rapport sexuel complet, si je puis dire. Ça, c'est le point important. Le deuxième, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans le modèle Covid, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la transmission aérosol, genre dans l'avion, il y a 10 personnes qui sont contaminées, etc., ou rougeole encore plus. Donc ça, on écarte ça. Et effectivement, maintenant, il y a un certain nombre de faisceaux d'arguments pour dire qu'il y aurait une transmission gouttelette possible, donc avec une proximité. Alors, voilà, il y a des gens qui mettent là une distance, on rappelait des recommandations pour le Covid, c'est une certaine distance pendant un certain temps. Donc c'est quand même assez transmissible. Et mauvaise nouvelle, c'est probablement aussi transmissible dans la période asymptomatique, le début, aussi à partir des gens asymptomatiques. Une dizaine de jours, l'incubation ? Alors, l'incubation, oui, mais la transmissibilité, probablement qu'il y a des gens qui sont transmissibles, comme un peu avec le Covid, probablement 2 jours avant l'apparition des symptômes. Et surtout, on est transmissible pendant toute la durée des lésions, un peu comme la varicelle. Tant qu'il y a des croûtes, il y a de la transmissibilité. Et là, ça dure longtemps et ça pose un problème dans le concret avec les patients, parce que l'isolement pendant 15 jours, 3 semaines, on a vu ce que ça donne avec le Covid, c'est compliqué. Alors justement, sur cette éruption... Moi, j'ai lu que ça pouvait toucher tout le corps, plus récemment, plutôt les zones génitales. C'est quoi exactement aujourd'hui ? Alors, probablement qu'en fonction des clades, enfin des sous-types, il y a des manifestations cliniques. Mais globalement, des sous-types du virus, de sous-types du virus, il y a probablement des manifestations différentes. Ce qui est vrai, c'est que quand on nous a vendu, entre guillemets, cette maladie-là en 2022, on voyait des éruptions, des vésicules, avec un peu, vous voyez, des pustules vésicules qui vont devenir des croûtes, avec un petit ombilic au milieu. C'est assez caricatural. Mais en fait, on a découvert une autre maladie. Et tous, on a découvert une autre maladie. Une maladie qui pouvait avoir des signes généraux, donc de la fièvre, des ganglions, en plus des éruptions, premièrement. Et deuxièmement, dans un certain nombre de cas, et particulièrement chez les gens qui ont une comorbidité, notamment les immunodéprimés, des formes graves, avec des formes qu'on a vues dans tous nos services en 2022, alors très rares bien sûr, mais graves quand même si la mortalité est faible, avec des atteintes cardiaques, des atteintes neurologiques, des atteintes hépatiques. Nous, on a eu un cas qui est resté à peu près 3 mois hospitalisé. Et aussi, quelque chose qui était nouveau, donc ces manifestations génitales dont vous parlez très justement, qui sont... très invalidantes, avec des rectites, des atteintes péniennes. Alors c'est que plus des garçons, donc c'est plutôt des atteintes de ce côté-là. Et une douleur qui est extrêmement importante. Et les gens qui étaient hospitalisés, c'était souvent sur la douleur. On a un médicament qui s'appelle Tecavirima. Tecovirima. Voilà. On le donne quoi ? Dès l'apparition des symptômes, c'est efficace ? Alors, le Tecovirima est indiqué dans cette maladie. C'est un médicament contre la variole qui a été élargi
au Mpox, qui a l'avantage de se prendre par des comprimés, et on le donne aux gens qui sont à risque d'avoir une forme grave. D'accord. Donc tout le monde ne prend pas du Mais des gens qui sont infectés et qui sont à risque de faire une forme grave. Il est efficace. Il y a une polémique là, avec un essai américain qui a été mené justement en RDC, avec beaucoup d'enfants, dans un contexte sanitaire qui est très différent, qui dirait qu'il y a une efficacité modérée. De toute façon, la prise en charge médicale, en dehors des antiviraux, la prise en charge médicale déjà améliore la morbidité, c'est-à-dire les signes cliniques, et diminue la mortalité. Juste pour revenir à ce que vous disiez, c'est des signes, des symptômes caractéristiques. Vous reconnaissez effectivement les papules, l'éruption. C'est normal, vous êtes infectiologue. C'est pas facile, hein. Non, justement, un médecin généraliste identifierait ou pas ? C'est pas facile. Il faut avoir une suspicion un peu large. Et c'est vrai que c'est compliqué dans cette période où ça s'agite. Parce qu'évidemment, il y a plein d'autres pathologies. Et effectivement, quand vous ouvrez une consultation, si nous, on ouvre une consultation sur Doctolib, on va avoir 10 autres pathologies qui vont arriver, qui peuvent être des mycoses, la varicelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et au début, d'ailleurs, on faisait la PCR, les PCR mixés avec la varicelle, puisque ça ressemblait un peu. La prévention, quand on a été vacciné, donc avant 1979, pour ceux qui ont un peu plus de 50 ans, contre la variole... Bienvenue. On est protégé ou pas ? Alors, on est protégé partiellement. On ne connaît pas bien, il y a des études sur la durée de cette immunité qui sont un peu contradictoires. Ce qui est sûr, c'est que ça influence le projet vaccinal. Quand la politique vaccinale a été mise en 2022 avec cette épidémie mondiale, on a vacciné avec une dose les gens qui avaient déjà eu le vaccin contre la variole, et ceux qui n'avaient pas été vaccinés. Alors, il faut dire que ça s'est arrêté en 79, mais en fait, ça a décéléré à partir du milieu des années 70. Donc, il y a beaucoup de gens, c'est pas parce que, voilà, je suis né en 78, donc j'ai été vacciné, parce que les médecins ont arrêté un peu vers 75, quoi, en France en tout cas. Et donc, ceux qui avaient déjà eu le vaccin contre la variole n'ont eu qu'une dose, sauf les immunodéprimés qui ont eu 3 doses. On a 2 vaccins spécifiques contre le Mpox. Un vaccin danois, c'est celui qui est homologué dans notre pays. C'est celui qu'on a en France. Il y a un japonais qui n'est pas homologué dans notre pays. Qui doit se faire vacciner aujourd'hui ? Parce qu'il y a plein de centres de vaccination. On dispose des doses, mais qui doit se faire vacciner ? Alors, on peut avoir déjà la liste des centres, elle est sur santé.fr. Il y a une icône Mpox. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pas tout le monde qui va se faire vacciner, c'est très clair. Les indications, elles ont été posées par la Haute Autorité de Santé. Ça concerne essentiellement les hommes qui ont des relations sexuelles avec des partenaires multiples, les personnes trans qui ont des partenaires multiples, les travailleurs, travailleuses du sexe, les professionnels des lieux de consommation de sexe, ceux qui tiennent des bars, des petits bordels, etc. Les partenaires des personnes qu'on a suscitées, les personnels qui voyagent dans des lieux, on va en parler, dans des lieux à haut risque, ou qui vont voir des malades, ou qui vont avoir par exemple des missions humanitaires. Ça a été annoncé il y a 2 jours. Le personnel de laboratoire et aussi le personnel soignant, donc en l'occurrence des gens comme moi, des lieux qui accueillent des patients ayant le Mpox. On va parler dans quelques instants du Covid, mais d'abord on va s'étendre un petit peu sur ces zoonoses. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Eh oui, toujours sur France Culture dans Carnet de Santé, une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, et à la technique Marie-Claire Oumabadi et Vincent Renet pour la vidéo. Et nous sommes toujours avec le professeur Gilles Pialou, infectiologue. On tente avec vous de mieux comprendre cette variole du singe qui nous menace, donc ces zoonoses qui nous menacent. On l'a dit, ce sont des maladies transmises par les animaux. On compte plus de 200 zoonoses. Il y a des animaux particulièrement menaçants pour l'humain ? Alors, j'aime bien le mot zoonose. Je vais rapporter deux corrections. D'abord, c'est la transmission par rapport à des animaux vertébrés. Bon, c'est un détail, mais c'est pas tous les animaux. Mais c'est vous qui êtes infectiologue, c'est pas moi. Je pense que la limace, par exemple, ne fait pas partie de la liste. Et puis, deuxièmement, le mot zoonose est un mot qui restreint le sujet. Parce que finalement, zoonose, ça serait comme si c'était un problème, vous l'avez très bien soulevé dans votre introduction, comme si c'était un problème entre l'humain et l'animal. En fait, c'est tripartite. Le Covid nous a montré que ce qui compte, ce qu'on appelle le concept One Health, c'est-à-dire qu'on mélange on doit mélanger la santé environnementale, la santé animale et la santé humaine, et sinon on n'y arrivera pas. Alors ça répond pas tout à fait à votre question, mais c'est très important de comprendre ça. Et évidemment, chacun tire, et c'est très compliqué parce que c'est à la fois politique internationale, etc. Et vous avez parlé tout à l'heure de la déforestation, par exemple, c'est un impact énorme, l'urbanisation des villes, enfin bon. Et alors, est-ce qu'il y a des animaux plus... Et puis c'est pareil, quand on prend un animal, vous voyez, j'ai appris quelque chose récemment, moi, d'un collègue qui vit en Guyane.
La chauve-souris, moi, quand j'ai vu arriver l'histoire de la chauve-souris, qu'on avait déjà vu dans les maladies transmissibles, mais quand on l'a vu arriver très fortement avec Ebola, avec le Covid, on s'est dit, mais pourquoi on ne se débarrasse pas des chauves-souris? Alors, je sais qu'il y a des gens qui doivent être spécialistes, mais on a besoin des chauves-souris. Elles ont une fonction importante. Elles pollinisent, elles sont insecticides. Enfin, il y a plein de qualités des chauves-souris qui fait que c'est pour ça que vous voyez, c'est un équilibre entre ces trois composantes, environnementales, animalier. Alors, il y a des animaux qui posent plus de problèmes. Juste une petite correction aussi. On pense toujours, tiens, par exemple, le palu, tout ça, est-ce que c'est une zoonose? Dès qu'il y a il ne faut pas confondre le réservoir et le transmetteur. Dès qu'il y a un transmetteur, c'est pas une zoonose. Parce que c'est le moustique qui va répliquer le virus et qui va transmettre. Bon, c'est un détail. Mais oui, il y a des animaux qui touchent plus que d'autres et puis surtout qui prolifèrent. Oui. Donc on sait regardez Aedes albopictus, l'agent qui transmet à la fois la dengue, le Zika, le chikungunya, on est à 81 départements. Quand vous voyez la dynamique, vous voyez ça sur le site de Santé publique France, vous voyez la dynamique de progression. Déjà, je me rappelle quand il est arrivé à côté de chez moi au bois de Vincennes, on me disait c'est incroyable, il est déjà, mais en fait il est quasiment partout. On a la même chose avec certaines punaises qui transmettent. Enfin oui, il y a des animaux qui posent problème, mais c'est pas parce que les animaux posent problème qu'il suffit de les éradiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. On le disait, c'est vrai que les scientifiques s'inquiètent d'une évolution de la fréquence de ces zoonoses à cause effectivement de nos comportements, des changements climatiques, de la déforestation, à cause des voyages, différentes choses. Donc, quand même, si on comprend ça, on peut agir quand même dessus ou pas? Alors, sans éliminer, bien sûr, les réservoirs animaux, ça j'ai bien compris. Non, mais on peut agir, mais en fait, il faut mettre autour d'une table des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle les médecins, les vétérinaires, les responsables d'environnement, et chacun tire un peu de sa corde. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous prendre un exemple que vous pourrez regarder sur les gens qui nous écoutent ce samedi, peuvent regarder sur Internet. Vous tapez une ville en Chine qui s'appelle Chengdu. Ça s'écrit CHENGDU. C'est une ville fantôme. C'est une ville qu'on a créée. C'était 800 appartements végétalisés parce que ça fait beau, c'est classe et tout ça. 800 appartements, il n'y a jamais eu plus de 10 habitants. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui a habité le plus vite, c'est Aedes albopictus. C'est-à-dire, quand il a vu arriver ces murs végétalisés entièrement de la ville était inhabitable. Non, mais c'est un petit peu une explication. C'est-à-dire que la solution, elle ne vient pas que d'un endroit. Elle vient de mettre en commun ces recherches et puis, effectivement, de faire coexister des dynamiques qui peuvent être contradictoires. Ce qui est très intéressant, c'est de rechercher un peu les origines. Et on a dit beaucoup de choses, des pandémies de zoonoses. Dans le cas du VIH, tout a été dit. Qu'est-ce qu'on sait avec certitude? Non, mais beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'il y a un chaînon manquant. C'est-à-dire pourquoi c'est apparu à ce moment-là, et pas il y a des millions d'années. Exactement. Qu'est-ce qu'on sait avec certitude aujourd'hui sur l'apparition chez l'homme? Parce qu'on a dit des choses, d'ailleurs certaines horribles, mais en gros, on imagine bien que ça vient... Voilà, exactement. On imagine quand même bien que ça vient des singes. Il y a 40 espèces qui sont affectées par le virus simien. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est l'abattage? Est-ce que c'est la chasse? Est-ce que c'est la consommation de viande? On a trouvé le numéro 0. Alors, non, numéro 0, non. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fake news sur le patient zéro. Non. Mais par contre, maintenant, l'histoire est clairement écrite, grâce notamment à des travaux qui ont été faits par l'IRD, l'Institut de recherche et développement de Montpellier, au Cameroun. On a daté. Et ce qui est très surprenant, c'est que je pense que tous ceux qui nous écoutent disent « Ah ben oui, le sida, c'est 81 ». Ben oui, c'est 81, c'est l'apparition des malades à Los Angeles, chez les gays, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Quand on rembobine l'histoire, et c'est ça qui est vraiment passionnant, en fait, c'est probablement... Kinshasa, par exemple, la capitale maintenant de la République démocratique du Congo, c'est probablement... Il y avait déjà des gens infectés en 1920, et même peut-être encore au début du siècle passé. Donc probablement que ce virus était... Enfin, pas probablement, ce virus était présent chez l'humain dans les années 1910-1920. Et effectivement, l'apparition, c'est 1980. Donc c'est déjà une première curiosité. Après, on sait très bien comment ça a voyagé. Et surtout, on retrouve toujours la même histoire qui reprend votre introduction. C'est-à-dire la même histoire que pour Ebola. C'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve de la déforestation, donc faire rencontrer des populations qui ont une immunité avec pas d'immunité. On retrouve le contact avec le réservoir animal. Donc ça, c'est dans l'histoire du VIH, avec les chimpanzés, les macaques, etc., qui, eux, étaient infectés avec des virus cousins qui existaient depuis des millions d'années et qui ne posaient pas de problème parce qu'ils n'étaient pas malades, les animaux. Et alors, le chaînon manquant, moi j'appelle ça, mais on n'a jamais expliqué si vraiment il manquait, c'est que pourquoi à un moment c'est passé chez l'homme. Par contre,
là aussi, il y a eu beaucoup de fantasmes, c'est comment c'est passé chez l'homme. Et la théorie qui prévaut actuellement, c'est ce qu'on appelle la théorie du chasseur. C'est-à-dire qu'à un moment, dans ce brassage de population, dans la densification des villes, l'augmentation de la sexualité, les voyages, etc. Après, ça va partir à Haïti, États-Unis. Avant, il y a eu le chasseur, c'est-à-dire probablement la viande préparée à partir des singes et des coupures successives qui a fait que... Mais pourquoi au début du siècle précédent? Ça, moi, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Concernant le Covid, là aussi, Covid, il y a eu beaucoup de fake news et de complots, pardon, de théories complotistes. On a accusé la chauve-souris, le malheureux pangolin quand même, qui a été qu'il faut innocenter bien vilipendé. Il y a notamment une hypothèse qui a été, je crois, balayée vraiment, qui était la fabrication, la création dans un laboratoire à des fins quasi-terroristes. On a quoi comme hypothèse aujourd'hui sérieuse qui reste? Alors, vous avez raison. L'hypothèse qu'un quelqu'un dans son petit labo, chaque fois on a eu ça pour le VIH, on a ça pour le Mpox, etc., aurait manipulé et créé de toutes mains un virus. Alors, le premier élément qui va contre ça, c'est que celui qui a été isolé, le premier à Wuhan, c'était 96% d'homologie de séquence, de génétique, avec un virus déjà existant chez la chauve-souris. Donc pourquoi aller créer quelque chose, quelque chose qui existe déjà dans la nature. Voilà. Alors il y aurait peut-être un progéniteur au-dessus que quelqu'un aurait caché. Bon, voilà. Le vrai débat, et je vous invite, je fais un peu de pub. Il y a un très bel article d'une chercheuse qui a travaillé sur ça et qui met qui s'appelle Madame Delbar, qui est sur vih.org, c'est en libre accès, un site dont je suis rédacteur en chef, et elle explique très bien comment finalement le vrai débat, c'est de savoir si d'abord, est-ce que c'est zoonotique ou est-ce que c'est un accident de laboratoire? Mais les deux ne s'opposent pas. Et en fait, le marché de Wuhan, qu'à un moment on a dit non, c'est pas, parce que c'est pas le pangolin, les photos sont fausses, etc. Bon, il y a un vrai sujet et on peut imaginer qu'il y ait quelqu'un qui soit sorti du laboratoire de Wuhan, qui travaillait effectivement sur ces virus-là animaliers et sera allé dans le marché, etc. Bon, il y a quelque chose sur la zone qui fait que ça a commencé là. Et en plus, c'était mal daté, parce qu'on sait très bien que ça a commencé, pas quand on a vu, ça a commencé fin 2019, septembre 2019. Mais c'est très, très intéressant. Mais on n'a pas toujours la clé. Et là, on n'aura pas la clé, parce que les commissions d'enquête du CDC américain, etc., ont buté sur un fait qu'il y a un certain nombre de documents qui n'étaient pas accessibles. Donc c'est toujours le problème avec ça, d'aller jusqu'au bout de la vérité. Et est-ce que ce Covid nous menace toujours? Eh bien, on en parle tout de suite. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Et oui, toujours carnet de santé sur France Culture, consacré aujourd'hui à la variole du singe et au Covid, deux zoonoses. Avec nous, le professeur Gilles Pialou, infectiologue. On le disait, le Covid a fait son apparition sur un marché de Wuhan en Chine, mais depuis, on compte 770 millions de malades, à l'origine de 7 millions de morts. En France, ce sont 39 millions de cas qui ont été déclarés, dont 160 000 morts. Le virus a muté, on a parlé du variant Delta, de l'Omicron. Aujourd'hui, c'est quoi le virus qui circule? Il est différent du précédent ou pas? Je vous pose ça notamment par rapport au vaccin. Oui. C'est une très bonne question. Si le vaccin est efficace ou pas. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours dans l'ère Omicron. Donc Omicron qui était classé virus de préoccupation, c'est comme ça. Et maintenant, on n'est que dans ses dérivés. Donc alors, après, là où on en est, là, le dernier comptage début août de Santé publique France et du Centre national de référence, c'était de nous mettre un qui s'appelle KP3. Alors il y a des petits malins qui leur donnent des noms. Non, mais ça, il faut arrêter ça. Je dénonce ça. Parce que le KP2, il l'appelait flirt. Excusez-moi, mais enfin, on n'a pas envie de flirter avec le Covid. Avec donc voilà, on oublie les noms. Il y avait Kraken avant, vous vous souvenez. Non, là, on est KP3 qui est en train de dominer l'Europe. Alors, quelles sont les répercussions de toutes ces variantes? D'abord, ça va très vite. C'est vrai qu'il y a sans cesse, il y a un variant nouveau. Et que chaque fois, le variant va être dans un mécanisme d'échappement du système immunitaire, que ce soit les anticorps induits par les vaccins, que ce soit les anticorps induits par le fait d'avoir eu le Covid, et que ce soit les anticorps monoclonaux, notamment pour protéger les immunodéprimés. Donc de ce côté-là, c'est une mauvaise nouvelle, et on attend évidemment que pour la campagne d'octobre, on ait un vaccin, et tout le monde appelle, et je n'ai pas la réponse des industriels, qu'on ait un vaccin adapté, parce que les vaccins ARN permettent de s'adapter très rapidement. Mais ça veut dire que le vaccin dont on dispose jusqu'à présent, ils ne sont pas adaptés pour ce nouveau variant? Il était BA4, BA5, celui qu'on a reçu, vous et moi, sans doute, en octobre. C'était BA4, BA5, on est passé à tout à fait autre chose. D'accord, donc il faut effectivement que de nouveaux vaccins apparaissent. Concernant les signes, on a parlé de signes parfois un peu différents, notamment éventuellement des signes digestifs à type de diarrhée.
concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Que si on a un gros rhume avec beaucoup de fièvre, que si on a quelque chose qui ressemble à une gastro, on doit se faire tester toujours ou pas? Alors, oui, C'est compliqué de savoir. l'enfermiste qui sommeille en moi va se réveiller. Non, je pense que, et je l'ai testé moi-même d'ailleurs pendant mes vacances, je pense que c'est important que les gens se fassent tester. Parce qu'on n'a pas le même comportement vis-à-vis des autres, on n'a pas le même comportement vis-à-vis des gens qui sont plus fragiles quand on se sait Covid, qu'on n'a pas le Covid. On peut avoir accès au traitement qui, lui, alors ça c'est la bonne nouvelle, les traitements ne sont pas affectés par ces mutations. Les 3 traitements, mais notamment le Paxlovid, pour ne pas le citer, pour les gens qui ont des risques de forme grave. Et donc, c'est important, ça, voilà, ça va modifier le comportement, ça va faire qu'on va quand même s'isoler, mettre un masque avec les plus vieux, les plus immunodéprimés, les asthmatiques, les obèses, etc. Et donc, oui, il faut que les gens se fassent tester, parce qu'il y a un côté genre, on fatigue, Pialou avec son masque et tout ça. J'entends tout ça. Mais je veux dire, voilà, moi j'ai remis le masque, là, j'ai pris du Paxlovid parce que j'ai des facteurs de risque et j'ai contaminé personne. Je veux dire, je fais pas le malin, mais je pense qu'on peut avoir encore ce réflexe-là, notamment parce que voilà, derrière, il n'y a pas beaucoup de parades à part le traitement. Donc on peut continuer et l'isolement. Éventuellement à aller travailler, mais on met un masque et on fait vraiment attention aux fragiles. Voilà. Exactement. Et c'est pas parce que ça a muté que tout. Alors bien sûr que l'immunité des personnes qui ont eu 4 Covid, 5 doses, etc., elle est meilleure que ceux qui ont rien fait de tout ça. Mais voilà, il n'empêche, il y a encore. Alors on a les données de Santé publique France, il y a une circulation virale qui existe toujours, il y a une circulation dans les eaux usées qui est toujours présente. Alors évidemment, c'est pas les taux de 2022, mais on n'est pas du tout dans le calme plat. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu un effet JO. Bon, j'ai fait partie de ceux qui pensaient qu'il y aurait peut-être un effet JO. Pour l'instant, on n'a pas vu d'effet JO. Vous, quand vous prenez l'avion, les transports en commun, vous remettez votre masque? Alors, transport en commun, oui. Alors, ça dépend de la densité de population. Et l'avion, c'est difficile. Enfin, l'avion, ça dépend. Alors, en tout cas, le moindre symptôme, c'est ça le problème. C'est le moindre symptôme. Les gens ne se font pas tester, ils ont des symptômes, prennent l'avion sans masque. C'est pas très civique, quoi. Donc on continue à se faire vacciner, bien sûr, quand on est personne à risque, quand on est entourage de personnes à risque, le personnel soignant, voilà, on continue cette vaccination qui, normalement... Et puis, le point commun avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début, parce qu'on n'a pas parlé de la stigmatisation pour les Mpox, on aurait pu en parler, mais il faut que les gens changent leur regard. C'est pas parce que vous avez un masque dans le métro que vous êtes malade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi, éventuellement, pour vous protéger vous. Donc, il ne faut pas stigmatiser les gens qui mettent des masques dans des endroits où personne ne les met. Au Japon, tout le monde met des masques et ça exactement. Ça ne gêne plus personne. Et vous avez vu les touristes japonais, ils en mettent beaucoup à Paris. Voilà, donc on va attendre le début de cette campagne de vaccination pour la grippe et pour le Covid qui a débuté le 15 octobre 2024. On est dans la prévention. Je voudrais qu'on parle rapidement des IST, les infections sexuellement transmises. On le sait, elles sont en nette recrudescence. Les jeunes utilisent de moins en moins de préservatifs. C'est inquiétant. Ça veut dire qu'il faut être à nouveau plus vigilant, se faire plus dépister. Alors, il y a plein d'infos dans votre question. L'étude qui a agité un peu les médias et les gens qui font de la santé sexuelle comme nous, c'est une étude de l'OMS en Europe chez les 15 ans. Donc au collège, avec des questionnaires sur ceux qui ont déjà eu des rapports sexuels avec pénétration. Donc c'est déjà une minorité. En France, dans leur étude, c'est 17 ou 20% des jeunes qui ont déjà eu une sexualité à 15 ans. Et effectivement, il y en a 30% dans cette étude de l'OMS Europe, 30% qui ne mettent pas de préservatif au premier rapport. Et évidemment, c'est un élément inquiétant. Alors après, on peut discuter de pourquoi. Et le reste de votre question... Et donc, le dépistage, parce qu'il y a du nouveau... Ah oui, le dépistage des IST, ça c'est une très bonne information de cet été. Aussi, on a eu quand même des bonnes nouvelles. On le savait depuis, ça a été annoncé par M. Macron quand même, en 2023, c'était dans la loi de financement de la sécurité sociale. On a la possibilité d'avoir, sans ordonnance, et gratuitement, donc pris en charge gratuitement, il suffit de montrer sa carte, ou d'ailleurs même l'AME, un dépistage SDSC de 4 IST, en plus du VIH, puisque le VIH ça existait déjà, donc le VIH, le gonocoque, le chlamydia, la syphilis et l'hépatite B. Moi j'aurais bien rajouté l'hépatite C, même si elle n'est pas très transmissible, bon, ils n'ont pas fait. Et il faut dire aussi aux gens que c'est pas parce que si vous avez 27 ans, c'est pas rien du tout. Hein. Si vous avez 27 ans, vous n'avez pas besoin d'avoir d'ordonnance, mais c'est pris en charge à 60% par l'assurance maladie, et si vous avez une mutuelle, c'est 0. Donc, on a une nouvelle histoire avec un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. On se fait dépister pour voir où on en est de son statut. Les deux. C'est raisonnable. Et si on n'a jamais un couple non fermé, on continue de le faire et on le répète. Juste un dernier mot pour parler de ces zoonoses qui, quand même, effectivement, inquiètent. Leur évolution, est-ce qu'on peut penser qu'un jour, par exemple, le Covid va disparaître? Alors là, oui.
je cite souvent, quand on me pose des questions comme ça, je cite souvent une phrase de Pierre Dac qui disait ce qui est compliqué avec l'avenir, c'est de le prédire. C'est compliqué de prédire l'avenir. Voilà. Enfin, je retrouve plus la citation. Mais voilà, je vois pas comment ça disparaîtrait. D'accord. Pour la raison qu'on a expliquée tout à l'heure, c'est que voilà, on n'a pas fait d'efforts sur le réservoir. Globalement, c'est pareil que il se passe pas beaucoup entre les crises. Hein. C'est la même chose que pour le Mpox. Hein. Il s'est pas passé grand chose depuis 2022 à l'échelle mondiale. Il faut quand même un peu non pas le dénoncer, mais le dire. Et le Covid, c'est un peu pareil. Ça avance pendant les crises, et pendant les crises, on oublie. Merci beaucoup, professeur Pialou, de nous avoir éclairé, de nous avoir un peu rassuré. Merci surtout pour vos messages de prévention. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France, sur franceculture.fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis, bien sûr. On continue la semaine prochaine.